Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. On peut le rejoindre via le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite avec Bunge Global. C'est un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Alors le cours de l'action, on voit qu'on a bien décroché depuis les plus hauts de 25%. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action vu qu'elle est en train de rebondir? On va regarder ça ensemble. Croissance médiane du chiffre d'affaires, moins 1%. 2024, on a eu moins 11%, mais attention, pas si vite. Ce qui compte quand on est producteur et qu'on dépend des cours des matières premières, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la production en volume. Est-ce que le volume de production est en croissance? À vous de voir dans les rapports annuels de cette entreprise, dans les rapports de publication financière. Donc on voit que c'est très cyclique, évidemment, ça dépend du prix de la matière première. Donc on ne va pas tenir compte de la croissance du chiffre d'affaires pour cette entreprise. Et c'est ce qu'on ne fait jamais de toute façon, vu qu'on est investisseur value, en tout cas c'est mon cas. On continue avec les taux de marge, donc on a des taux de marge qui sont très faibles, évidemment, hein, c'est le secteur qui veut ça. On est sur un taux de marge brut à 6,28%, donc c'est très 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 faible, hein, c'est très pincé comme marge. On est sur un taux de marge d'EBITDA qui est à 3,82%, c'est à peu près parallèle à l'évolution du taux de marge brut, ce qui veut dire que on arrive à maintenir une bonne efficience opérationnelle même si on est impacté sur la variation de la marge brute. Donc ça c'est pas si mal. Attention que sur le dernier trimestre, ça a commencé à chuter plus vite que le taux de marge brut. Donc est-ce qu'il y a une perte d'efficience opérationnelle? Ça c'est à clarifier dans les dernières publications. Le taux de marge net, lui, par contre, arrive à résorber cette baisse. Donc, on doit avoir une meilleure efficience financière ou fiscale pour expliquer qu'on soit plus stable sur le taux de marge net. Ce qu'on voit, c'est que, hors période exceptionnelle, c'est-à-dire hors période d'ici, là, pandémique, on était sur une entreprise qui n'a jamais fait de perte. On était limite en 2018, on était quasiment à l'équilibre. Depuis 2020, fin 2020, on fait plus de pertes sur cette entreprise-là. Bon, ça reste un business très difficile, il faut un management de qualité. Je pense que le management est plutôt bon dans ce domaine, mais voilà, il faudrait quand même réussir à réaugmenter les marges, en tout cas les marges d'EBITDA, quoi. Ça serait plutôt rassurant. Ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il n'y a pas de free cash flow sur 10 ans. Est-ce que sur 5 ans il y a des free cash flow? Il n'y en a pas non plus sur 5 ans, il n'y en a pas sur 3 ans, il y en a sur 1 an. Il y a des free cash flow sur 1 an. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période pour qu'il n'y ait pas de free cash flow? Ça c'est plutôt inquiétant, hein. On se retrouve en free cash flow positif seulement depuis septembre 2023. Si on dézoome, ouais, c'est ça. Donc, en fait, cette boîte, c'est compliqué quand même, hein. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas de free cash flow? Est-ce que c'est la variation du BFR qui est défavorable? Oui, pour 3 milliards, mais ça explique pas. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont beaucoup plus élevées que les dépréciations amortissements? Oui, de 8 milliards, donc ça explique une partie. Maintenant, est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a pour 8 milliards. Donc il nous manque certains éléments pour comprendre d'où vient la différence ici. Il faudrait aller dans les tableaux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Sur une période plus récente, sur 1 an en tout cas, on a à peu près une équivalence free cash flow bénéfice net. Donc on va utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise, mais il faudrait quand même être plus rassuré sur cette génération de free cash flow là. C'est plutôt inquiétant, hein, sur 3 ans de ne pas avoir de free cash flow. Bon, continuons. La rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis, on se met le ROIC ici, on est sur quelque chose qui est en médiane de 8,24%, ce qui est relativement bon. Sur la dernière publication, on est à 6,76, c'est en train de baisser un petit peu. Donc pareil, qu'est-ce qui explique qu'on soit plus au niveau de 2023 et que ça a été quasiment divisé par 2, cette rentabilité opérationnelle? Est-ce qu'on a des problèmes dans l'exécution, dans les opérations, pour que les profits après taxes qui rentrent au numérateur du ROIC soient en baisse? Ou est-ce qu'on a une augmentation de la dette? Enfin, il faut aller analyser ça. Ici, c'est pas très rassurant non plus. On continue avec la dette de l'entreprise. Bon, on a une dette qui est en baisse, ça c'est pas mal. On a la dette nette qui représente 1,5 fois l'EBITDA, donc ça reste raisonnable. On a 6 fois les free cash flow, là c'est un peu lourd. Il faudrait prioriser la dette, mais le remboursement de la dette, mais c'est ce que fait le management apparemment, sauf que c'est remonté ici, en juin 2024. Bon, on a une trajectoire baissière de la dette depuis 2020, ça c'est plutôt positif. À surveiller de toute façon. On continue avec la rémunération de l'actionnaire, on est sur un rendement du dividende, alors un dividende de 378 millions de dollars US, ce qui représente quand même plus que la moitié des free cash flow. On est peut-être à 65%, donc ce niveau de dividende n'est pas soutenable à mon avis, sauf si les free cash flow se mettent à réaugmenter. Mais là c'est un peu risqué comme niveau de dividende. On fait des rachats d'actions depuis 2022.
Coffee nous calcule un rendement de l'actionnaire à 14,5%, je suis pas vraiment sûr que ça soit à ce niveau-là, si ce n'est qu'on a quand même racheté beaucoup d'actions, donc c'est peut-être, on a peut-être ce rendement-là de l'actionnaire, mais ça m'intrigue un petit peu. Bon, ce dividende à ce niveau il est pas sécurisé, les rachats d'actions pas vraiment non plus, donc il faudrait que ce rendement de l'actionnaire il revienne, que ce rendement du dividende en tout cas il baisse un petit peu pour être plutôt rassuré sur sa sécurité. Ensuite, on regarde la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est pas cher payé, hein. On est sur une décote de 50% par rapport à la médiane, pas 50%, 35-40% par rapport à la médiane historique, qui est en absolu pas très élevée, mais en fait la qualité du dossier implique qu'on le valorise pas très cher. Hein. Conclusion de l'analyse, Bunch Global, en fait bon, il y a un an d'historique où ça commence à se passer un peu bien pour les free cash flow. Autrement, les marges sont cycliques, c'est pas trop mal géré, mais le marché est compliqué, quoi. Le business est compliqué, donc dès qu'il y a une baisse des matières premières, on risque de se retrouver en perte. Donc moi je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de ce dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.